Bonsoir tout le monde. Un certain nombre de gens sont connectés et entre autres Pierre qui vient nous présenter le sujet. Je lui donne la parole tout à l'heure. Bonjour Pierre. Bonjour. Et le sujet de ce soir, c'est ne vivre que pour soi, tout un programme. Et je vous montre tout de suite un petit extrait de film un peu lié à ce sujet. C'est l'histoire de quelqu'un qui en a assez de la civilisation et qui s'en va en Alaska pour être tout seul au monde. Et le titre du film, c'est Into the Wild. Voilà, parce que une façon éventuellement de ne vivre que pour soi, c'est se retirer du monde. Voilà, ça c'est une façon, une première interprétation du sujet. Mais Pierre, je te donne la parole. Alors, juste pour info, donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je fais le résumé vite fait. C'est tu gères la chaîne Diffusion BDM Internationale, qui présente les milliers de vidéos d'après les conférences de Bernard de Montréal, et la radio, c'est 24 heures sur 24. Voilà. Vas-y Pierre, à toi la parole. D'accord. Alors, bonjour ou bonsoir tout le monde, dépendamment où vous êtes. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est ne vivre que pour soi. Qu'est-ce que ça prend pour ne vivre que pour soi? D'abord, ça prend une certaine indépendance d'esprit pour ne vivre que pour soi. Et ça en prend un minimum pour se protéger. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne vivre que pour soi? Il faut limiter sa disponibilité. Et limiter sa disponibilité, c'est limiter son territoire. OK? Si on n'apprend pas à limiter son territoire et sa disponibilité, il y a toutes sortes de gens qui vont rentrer dans notre courant d'activité. Donc, il faut se créer une personnalité. D'accord? Et cette personnalité-là va donner un impact, comme de quoi que comment est-ce qu'on appelle ça? Notre disponibilité est restreinte. D'accord? Et c'est quelque chose qu'on va voir dans différents contextes, chez les hommes d'affaires, chez les gens. Mais comment créer ça, cette personnalité-là? Faut toujours soutenir l'impression qu'on est bien occupé. C'est bien important de créer l'impression qu'on est bien occupé. Quand vous êtes passif dans la vie, vous ouvrez la porte à toutes sortes de courants d'énergie, des gens qui vont prendre contact avec vous. J'aimerais ça avoir un exemple, comme par exemple, vous allez avoir des demandes sur Facebook, non seulement des demandes d'amis, mais des gens qui vont vous envoyer des messages. Ils vont vous dire bonjour. OK, toi, tu écris bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je ne sais pas. J'aimerais ça être ami avec toi. Bien, ça, c'est une perte de temps. Ça, c'est une tentative pour quelqu'un de rentrer dans tes courants d'énergie puis de t'exposer. OK, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut la personne et ce n'est pas à propos. Il n'y a rien à faire avec quelqu'un qui veut juste être ami avec toi parce que ce n'est pas basé sur aucun échange. OK? Quand on rencontre des gens dans la vie, quand tu rencontres des gens dans le sport, quand tu rencontres des gens aux études, tu as des traits communs avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que tu développes un intérêt commun qui te permet de progresser. Si toi, tu t'intéresses aux papillons, ben il y a d'autres personnes qui s'intéressent aux papillons, puis là, tu échanges avec ces gens-là sur cette base-là. Fait que tu n'es pas obligé d'avoir une implication émotionnelle. Autrement dit, c'est un échange amical qui te permet de te développer dans ton champ d'intérêt. Mais il n'y a pas d'autre raison d'avoir des échanges avec des gens que sur cette base-là. Juste de faire des gens qui veulent être amis avec toi, quand tu vas voir ça dans une partie de ta vie, c'est des gens en général qui te gardent en réserve pour une spéculation quelconque. Soit des amis, des gens qui consomment de la drogue, qui cherchent des amis pour en consommer. Autrement dit, c'est un intérêt qui est caché. Des gens qui font des transactions d'affaires puis qui veulent des gens qui participent à des activités qui peuvent t'exposer. D'accord? Donc, il faut toujours se protéger de ces gens-là.
Puis il y a des gens qui surveillent ce genre. C'est dans leur nature, parce qu'ils sont narcissiques. Ils surveillent toujours le genre de gens qui ont un profil qui offre, qui démontre une disponibilité. Donc, il faut que toi, tu ailles dans la direction contraire. Tu n'es pas disponible. Pourquoi tu n'es pas disponible? Parce que tu es bien occupé. D'accord? Puis, c'est pas tout le monde qui est dans la même situation. Il y a des gens qui font rien. Mais même si tu fais rien, il faut toujours que tu dégages que tu es bien occupé. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce que tu fais. Si tu ne fais rien dans la vie, dans une période de ta vie, tu n'es pas actif, tu ne fais rien, c'est à toi de savoir pourquoi tu le fais. Il se passe peut-être des choses dans ta vie ou une réorganisation intérieure de ton être qui fait que tu ne veux pas être actif. Ça, c'est toi qui as à comprendre ça. Autrement, si tu n'es pas dans cette expérience-là, surtout si tu es jeune, je ne vais pas trop diviser le sujet par rapport à l'âge, mais il y a des aspects qui sont liés à l'âge. D'accord? Mais si tu es jeune, tu n'as pas de raison d'être inactif. Ou tu travailles, ou tu étudies puis tu travailles à temps partiel, ou tu fais un stage dans une entreprise, ou tu fais du bénévolat qui te procure non seulement, c'est secondairement le don aux autres, premièrement, dans ce bénévolat-là, c'est une expérience de vie que tu peux aller chercher. Des fois, tu peux partir en voyage, puis aller faire un service dans un autre pays, et ça va te permettre de peut-être de perfectionner une langue seconde, ou de faire des contacts, ou de découvrir quelque chose, un autre environnement. OK? Il faut toujours que tu sois occupé. Puis quand tu es jeune, surtout comme de 20 à 40 ans, tu n'as pas de raison, comme je disais, à moins de raisons très particulières d'être inactif, comme la maladie, par exemple. Il faut que tu te grouilles. Il faut que tu sois actif. Parce que si tu n'es pas actif, ça va te rattraper dans le temps. La vie est là pour que tu évolues. La vie, c'est sa job. Puis si tu fais des mouvements dans la direction de ton évolution, de ton perfectionnement en tant qu'être humain, de te développer, ben, tu vas aller moins contre le courant de l'énergie. Si tu vas contre les courants de l'énergie puis que tu as toujours des excuses, tu recules devant le travail, tu recules devant les études, c'est pas profitable pour toi. Ça va te débalancer. Puis là, tu es encore plus en position d'être dans le courant de gens qui veulent se faire des amis pour des activités que potentiellement ne sont pas très profitables. Moi, je me rappelle, j'étais adolescent, pour faire une histoire courte, puis il y avait des gens, quelqu'un qui avait un accident automobile. Ils m'ont demandé, ils disent, on voudrait que tu viennes témoigner en cours, que tu as vu l'accident, puis que la lumière était de telle couleur quand lui a passé, blablabla. Fait que, spontanément sur le coup, hein, c'est des amis, hein, tu dis oui. Puis un jour plus tard, ils m'ont demandé pour me préparer pour aller. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, hey, ça a tombé, j'ai tombé sur un écrit. J'avais lu là-dessus, puis j'ai dit ça, j'ai dit, c'est un faux témoignage. J'ai dit, c'est très, très grave. C'est très grave pour mon avenir, premièrement, parce que je peux être découvert. Mais deuxièmement, c'est une question morale aussi. Si je fais un faux témoignage par rapport à quelqu'un, lui est peut-être dans son droit. C'est pas lui qui l'a causé l'accident, c'est l'autre. Puis l'autre veut se faire innocenter par un faux témoignage. Fait que faut faire bien attention à notre disponibilité dans la vie. Puis quand on tient ça extrêmement serré, notre disponibilité, ça nous protège de gens qui traînent, puis qui cherchent des gens pour des possibilités. Je vais aller vers une parenthèse, une dimension de la disponibilité. Ce qui crée beaucoup de frustration dans les relations hommes-femmes, c'est relatif à ça. OK? En général, quand tu as un gars, il y a des amis de gars ou des gens, des connaissances, il va avoir des intérêts comme avec des gens, que ce soit les voyages ou les papillons ou les oiseaux ou la science. Mais souvent, quand tu as une relation homme-femme, c'est quoi ta raison? Si ce n'est pas exprimé, cette raison-là, ça t'amène à l'incompréhension dans un échange. Tu sais, le gars, il dit à la fille a dit, tu m'aimes-tu? Ben oui, je t'aime. Le gars, il ne va pas dire qu'il ne t'aime pas parce qu'il veut du sexe. OK, je donne un exemple qui est graphique. D'accord? Mais tout ce que je veux retirer, tout ce que je veux mettre en évidence, c'est le manque de communication ou le mensonge dans une communication. Puis tu vas avoir des jeunes femmes, par exemple, qui vont dire, ben,
moi, je t'intéressais à tel gars, j'ai commencé à parler avec lui, puis je le trouve très intéressant, puis je suis bien fasciné. Elle est en amour. Puis elle se dit, ben, si j'ai des relations avec lui, ben, si je refuse, ben, il ne m'aimera pas. Fait que je vais faire ça parce que je veux qu'il m'aime. Fait qu'on se met sur des relations difficiles. C'est pire dans les relations hommes-femmes parce qu'il y a plus de mensonges. Tu sais, des fois, tu vas voir au niveau universitaire, si tu avais une relation vraiment ouverte dans une communication, tu sais, aujourd'hui, on étudie beaucoup plus longtemps qu'avant. Tu sais, il y a été des périodes où on étudiait de 6 à 12 ans d'années de scolarité, pas d'âge, mais d'années de scolarité. Aujourd'hui, on étudie longtemps. La sexualité est déjà envisagée avant ça. Tu sais. Pour un homme ou une femme, 16 ans, 18 ans. Quand tu es aux études dans la vingtaine, c'est pas évident. Là, Fait que si tu as une relation homme-femme où les deux se disent, écoute, moi, je te trouve très attirante, mais je ne suis pas prêt à me marier, je suis aux études, puis toi aussi. Si d'un commun accord, ils se disent, ben, j'aimerais ça avoir une expérience sexuelle, vivre la sexualité, mais il faut que ce soit clair que c'est quelque chose de temporaire parce que je m'en vais dans une autre direction. À ce moment-là, il se passe quelque chose, mais encore là, tu ne t'es pas fait jouer dans ta disponibilité. Tu as mis les choses au clair. Puis ça, il faut que ce soit bien clair. Hein. À la limite, ça pourrait être quasiment mis par écrit. C'est un petit peu comme un contrat, comme on fait des contrats dans d'autres choses. Fait que là, dans les relations hommes-femmes, dans les choses, les gens qu'on rencontre dans notre vie, c'est bien important de limiter notre disponibilité. Il y a des facteurs qui défavorisent ça, la limitation de la disponibilité. La jeunesse. Quand tu es jeune, c'est plus difficile de limiter ta disponibilité. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on va à l'école, c'est la période où on nous socialise. Tu rencontres beaucoup. C'est une expérience où tu vas communiquer avec beaucoup de gens, où tu vas voir des choses. Mais quand tu es jeune, c'est plus difficile de limiter ta disponibilité parce que tu veux expérimenter, tu veux découvrir. Tu es plus curieux. OK? Qu'est-ce qui défavorise aussi la limitation de la disponibilité? C'est la pauvreté. Quand tu es pauvre, c'est un empêchement, parce que tu vas toujours essayer de faire des contacts pour te développer. Tandis que les gens riches, eux autres, les gens riches ont plus de facilité à limiter leur disponibilité. Ça va être déjà dans l'éducation des parents. Au niveau de. Les gens riches n'ont pas tendance à se tenir avec des gens qui sont pauvres. Fait ils vont créer un contexte où ils ne se mélangent pas avec n'importe qui. Mais même si tu es pauvre, il faut que tu protèges ta disponibilité quand même. Tu n'es pas censé. C'est plus une affaire de le cacher ou de ne pas le cacher, c'est qu'il ne faut pas que tu fasses. Faut pas que tu t'identifies à ça. Faut pas que tu souffres d'être pauvre, dans un sens, OK? Faut pas que tu te bases là-dessus. Faut que tu te bases sur ton caractère, puis ta volonté d'avancer, ton courage d'avancer. D'accord? Ça, c'est des facteurs qui défavorisent la personne qui veut restreindre sa disponibilité. Moi, j'ai déjà vu des gens dans ma vie, là. Une femme dire à un homme, tu ne peux pas être intelligent, tu es pauvre. Fait que ça démontre jusqu'à quel point des gens qui ont de l'argent peuvent avoir un préjudice défavorable sur des gens qui en ont moins. Ça veut dire, quand tu auras réussi, tu reviendras me voir. T'sais. En attendant, pour moi, tu ne vaux pas cher. T'sais. Et ça, encore là, il ne faut pas se laisser, comment je dirais ça, hypothéquer ou menacer ou amoindrir par des gens qui ont des opinions arrêtées. T'sais. Limiter la disponibilité. Où je suis rendu? Il y a des facteurs qui... Oui, Jean-Claude. Parce que là, tu parles de plein de choses. Je me demande si tu, oui, non, mais tu te dévies pas un peu, mais bon. D'accord. Non, mais si je résume, parce que j'ai pris des notes là. Donc, c'est en fait, là, de ne vivre que pour soi, c'était d'une part, quand, je le dis avec mes mots, hein, que quand tu es trop empathique, donc c'est ça, c'est exactement ça. Là, tu te fais bouffer par ceux qui les spécialisent pour piquer de l'énergie aux gens, quoi. Exactement. Pour piquer de l'attention Ouais. et des,
Quand tu es trop gentil avec les gens, tu deviens l'idiot utile. L'idiot utile. Tu sais. Ouais. Quand tu es de la façon dont tu agis, comme par exemple, tu vas avoir des gens dans un environnement, tu vas, ben, j'ai besoin d'un coup de main pour telle affaire. Ils vont tout de suite penser à toi. Pourquoi? Parce que tu es trop disponible. Ouais. Tu sais, tu es le gars gentil du coin, puis... ouais, mais après, tu peux cadrer pour que si tu rends des services, ce soit réciproque, quoi. Pour ne pas, justement, pour ne pas avoir l'étiquette, que ce soit marqué pigeon, là, tu vois. Ouais, tu peux le faire, mais encore là, c'est pas si facile que ça de choisir les gens. Moi, je te dirais, dans beaucoup de cas... c'est pas choisir les gens, c'est de dire, dans les relations avec les gens, je mets un cadre. Je mets un cadre pour que la relation soit équilibrée et des choses comme ça. Oui, mais ça, des fois, tu vas rendre service à des gens, mais c'est drôle, quand tu leur en demandes, ils ne sont plus là. Tu vas dépenser ton argent avec eux autres, tu vas aller prendre de l'alcool, tu vas boire, tu vas être sur le party. Puis un jour, tu leur dis, ben là, j'ai plus d'argent. Ils vont te dire, ben bye. Bye, nous autres, on... OK. Parce que quand tu es l'idiot utile, tu te laisses toujours une impression aux gens que tu es naïf. Quand tu es naïf, il se passe quoi? Les autres, ils ne veulent pas être amis avec toi. Ils veulent juste être amis avec ta naïveté, pas avec toi. Oui, oui. Fait que quand tu ne leur donnes plus qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils te demandent de dégager. Ça, c'est pas si rare. C'est pas si rare que ça. Alors ensuite, c'était l'autre thème que tu as abordé, c'est que en fait, quand toi tu as des activités diverses et variées, c'est si tu dévies de ton activité pour parce qu'il y a des demandes d'autres personnes, de ton entourage ou des choses comme ça, eh bien, ouais, ça diminue quelque part je dirais, la jouissance de ta vie, la jouissance de la vie, parce que ça, c'est un thème, la jouissance de la vie, c'est un thème qui revient beaucoup que Bernard de Montréal, il avait développé pour dire que, tiens, il y a, surtout que dans le supramental, il y a un risque, c'est que, bah, tiens, on ne s'intéresse on s'intéresse à tout ce qu'il a dit, Bernard de Montréal, tiens, l'ajusteur, le double, le ci, le ça, et puis on peut décoller. On peut décoller, on va dire, en français, on dit après, on devient perché. Et donc, et Bernard de Montréal, il disait, tiens, il faut être grandé. C'est-à-dire, pour être grandé, en gros, il faut profiter de la vie. C'est certain que si on restreint notre disponibilité, ben, on va avoir du plaisir quand même, mais avec des gens qui ont un intérêt commun avec nous autres. Si moi, j'aime un sport, puis l'autre personne aime un sport, ben, je peux pratiquer le sport. Je ne suis pas obligé à un attachement émotif avec ces gens-là. Parce que quand tu as un attachement émotif avec les gens, tu es mieux de faire bien attention parce que là, tu rouvres la porte. Tu rouvres la porte, puis là, les gens vont te demander, ils vont te demander de les dépanner. Okay. Ce que je ne dis pas que c'est impossible. Des fois, des gens, ça va arriver par circonstance, qu'on va avoir un intérêt commun dans quelque chose, dans les sports, dans les papillons, dans les oiseaux. Puis ça peut arriver qu'on ait plus d'affinité avec une personne, mais on a gardé nos distances un certain temps parce qu'on s'est servi de la chose commune qu'on avait, mais au lieu de le laisser rentrer dans une communication plus proche avec tout le monde qui était dans l'intérêt des oiseaux, il y a peut-être une personne avec qui on est plus à l'aise, puis on sent qu'il y a un équilibre. À ce moment-là, c'est pour ça que des fois, les gens vont dire, je ne sais pas, je vais te donner un exemple. Tu veux rencontrer une femme, ben, tu sais, c'est pas en faisant ton épicerie que. Je te donne un exemple mécanique. Des fois, quand tu vas aller aux études, puis tu vas échanger avec des gens ou tu vas être avec des gens dans un projet, que ce soit humanitaire ou un contrat de travail, des fois, tu vas avoir des contacts avec les gens, puis là, ça va te permettre de les découvrir. Puis là, tu vas voir que telle personne, tu peux te rapprocher sur une base amicale.
ou une personne du sexe opposé peut-être pour te rapprocher. Mais tu as le temps de les voir évoluer. Tu vois comment ces gens-là agissent. Fait que c'est une protection dans un sens. C'est comme si on dit, ben, tu sais, dans le passé, quand les gens se mariaient, ils ne faisaient pas l'amour avant, il n'y avait pas de relation sexuelle avant le mariage, puis ça prenait un certain temps. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient savoir quel genre de personne c'était, ils se fréquentaient. Quand tu commençais la sexualité très tôt après le début d'avoir connu avec une personne, ça a tendance à brouiller les cartes. OK? Ça a tendance à brouiller les cartes. Pourquoi? Parce que là, ben, tu as déjà commencé à avoir des relations sexuelles, puis tu ne connais même pas la personne. Tu es en mauvaise position là, pour prendre la transmission puis faire marche arrière. Là. C'est plus délicat. Fait que faut avancer. Moi, je pense que historiquement, les êtres humains faisaient ça. Les êtres humains prenaient plus de temps. Je vais te donner un exemple. Dans la culture russe, si tu rencontres les gens et tu es souriant, ils sont plutôt sceptiques. Ils sont plutôt sceptiques. En général, quand tu ne connais pas quelqu'un en Russie, tu fais un premier contact, les gens t'introduisent, les gens ne sont pas souriants. C'est après un certain temps que là, ils te connaissent, que là, si tu es mal pris, ils vont te dépanner n'importe quand. C'est une façon de parler. Oui. Autrement dit, c'est mal vu dans la culture russe en général. Je ne sais pas si ça a changé, mais traditionnellement, c'est mal vu d'être très souriant avec des gens qu'on ne connaît pas. Okay. On pense que les... Oui, d'accord. Oui, et puis il faut quelques litres de vodka avant. Oui, ça peut jouer. Voilà. Ça peut jouer. Ouais, ouais. Mais donc là, en fait, je mets ça sous l'étiquette. En fait, c'est donc ne vivre que pour soi. Dans ce cas-là, c'est un peu filtrer ses amis, enfin, filtrer les gens qu'on côtoie. C'est-à-dire que, comme tu disais au début, là, bon, on n'accepte pas les demandes d'amis dans les réseaux sociaux comme ça, inconsidérément, mais en fait, on se concentre sur les gens avec qui on a des affinités. Communes. La base, voilà. Ça, c'est exactement un départ. Ouais, s'il n'y a jamais de proximité sensible ou émotionnelle un petit peu, ça veut dire des gens qu'on irait prendre un café puis qu'on parlerait d'autres choses, ben ça n'arrive pas. Si ça arrive, parce qu'on a une affinité, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, ben on aura toujours du plaisir à aller parler des papillons avec les gens qui s'intéressent aux papillons, ou parler des arbres, ou de la science, ou de la physique. Fait que ça nous garde, c'est une protection par rapport à notre disponibilité. Ça nous protège. OK. Et donc là, limiter sa disponibilité aussi, là, parce que tu nous as développé ça sur beaucoup de points, c'est justement pour, si je prends le contre-exemple, on connaît tous des gens là on connaît tous au moins une personne qui s'occupe beaucoup des autres pour leur rendre service. Enfin, c'est vraiment un trait de caractère d'aider Pierre, Paul, Jacques, et puis à leur détriment, quoi. Et donc ça, c'est en fait le contre-exemple de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, on sait que nous, on a des objectifs dans la vie, des idéaux, c'est-à-dire qu'on aimerait bien passer du temps à faire, à réaliser nos objectifs. Et puis donc, si dans la balance, on met trop de passer du temps à réaliser les objectifs de nos amis, etc., ce sera au détriment des nôtres. Mais oui, tout à fait. Tu ne te concentres pas sur tes propres choses. Voilà. Moi, je connais des gens, il y a quelque chose qui est typique, je ne dis pas que c'est juste cette culture-là, puis je ne veux pas la pointer, mais en Afrique du Nord, ou des Africains du Nord qui viennent en France, au Canada, puis ces gens-là, ils vont prendre le thé avec les amis d'Afrique du Nord, puis des gens, il y en a là-dedans qui ne travaillent pas, ainsi de suite. Puis finalement, si tu veux te réaliser matériellement, il ne faut pas que tu aies trop d'amis. C'est pas bon d'avoir trop d'amis. Parce que ça a tendance à te disperser, tu as trop de la relation sociale. Il faut que tu te concentres sur ce que tu as à faire, il faut que tu fasses tes études. Puis quand tu es jeune, tu as plus d'énergie, c'est le temps d'étudier, tu travailles, apprends, tu peux apprendre une langue à temps partiel. Tu peux te perfectionner en anglais, tu peux apprendre l'espagnol, tu peux apprendre le russe. Dépendamment de tes intérêts et tes habiletés, il faut que tu investisses ton temps là-dessus. Pas être toujours en contact avec des gens qui vont venir subtilement te vampiriser sur différentes formes.
soit pour un service actif ou soit être le confident de quelqu'un qui a vécu une séparation, ainsi de suite. Tu sais, il faut que tu te concentres sur tes énergies. Ouais, ouais. Alors, bon, là, on est bientôt, on n'est pas encore à la demi-heure, mais alors, je voulais justement préciser que alors, qu'il va y avoir une deuxième partie, là, dans pas longtemps, où ben, à la fois, enfin, où là, ça va devenir une discussion à plusieurs, on va dire, pourquoi pas des questions-réponses, et notamment, là, il y a Marie-Olympe qui est connectée dans le chat, et puis qui nous dit la culture conditionne. C'est-à-dire qu'il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est ce que Bernard de Montréal il appelait la mémoire de la race, Ouais. c'est-à-dire les égrégores de notre société, etc., etc. Et donc, ne vivre que pour soi, ben, il y a un point de ce thème qui est par rapport à la conscience de la race ou les égrégores, c'est-à-dire il faut, parce que les égrégores, ça nous bouffe de l'énergie, c'est-à-dire c'est pas les autres, c'est pas notre entourage, mais c'est toute la société dans son ensemble qui qui vient nous pomper de différentes manières. Donc, il y a ce point-là aussi dont tu peux peut-être parler. Oui, bien, disons que on va regarder le milieu familial. Il y a des gens qui l'ont, ça. Il y a des gens, par exemple, des fois, ça va venir au fois avec une certaine classe sociale. Il y a des gens qui sont plus fortunés, puis qui vont mettre très tôt chez l'enfant qu'il y a des gens qui ne doivent pas fréquenter. Pas nécessairement parce qu'ils sont mauvais, mais c'est parce que ça ne se mélange pas bien. Tu sais, ça ne se mélange pas bien, des gens qui sont dans une certaine classe sociale au niveau financier. C'est comment je dirais ça? C'est une action mécanique qui est basée sur l'argent. Mais ça reste qu'à la base, c'est d'avoir une certaine sélection. Tu sais. Comme par exemple, je vais donner un exemple. Quelqu'un d'une famille assez fortunée qui va à l'université, il a des relations sexuelles, puis sa copine, elle tombe enceinte. Fait que s'il vient d'une famille qui est très solide, dépendamment de ce qui va arriver, de leurs antécédents, ben, ils vont peut-être offrir à la fille d'avoir un avortement ou d'avoir un montant d'argent qui soit une compensation, ainsi de suite. Ou s'ils viennent d'une famille qui est très conservatrice et religieuse, ben, ils vont lui dire excuse-nous, mais là, tu vas lâcher tes études puis tu vas prendre tes responsabilités, tu vas aller travailler. Tu sais. Fait que ce que je veux dire, c'est que le contexte familial, souvent, va avoir tendance à former un jeune homme ou une jeune fille à avoir une certaine sélectivité. Il ne s'agit pas d'être méprisant face aux gens qui sont riches. Je veux dire que la valeur qu'ils installent dans la personne, c'est de limiter ce qu'on disait, sa disponibilité. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies du succès dans tes études. Si tu es tout le temps sur le party, tu sais, les parents vont dire, si tu es tout le temps sur le party, ben là, tu n'as pas des bonnes notes, tu ne progresses pas. Là. OK. C'est très axé sur ta survie au niveau de ton développement quand tu as 20 ans. Et plus tard, tu verras. Tu sais. D'ailleurs, les gens, je saute sur un autre aspect. Toi, tu veux-tu rajouter quelque chose? Non, c'est que là, il est 20h30, alors OK, on peut respecter l'horaire. Ouais, on pourrait donner la parole là, il y a deux personnes qui se sont connectées avec nous dans le live. Il y a Edine et Evelyne. Alors, voilà, le premier ou la première qui veut mettre. Ah, Evelyne a quitté. Bon. Alors, Edine, tu veux réagir là, donner ton grain de sel? Oui, un petit peu, oui. Vas-y, J'ai vas-y. écouté ça avec intérêt, et puis ça me rappelait beaucoup de souvenirs. Ça va dépendre de l'éducation, du milieu, et aussi de traits de personnalité. Et moi, dans l'éducation catholique que j'ai reçue, l'attention aux autres, c'était très important. Donc, ça voulait dire que on développait une certaine forme d'empathie, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un à aider dans ton entourage, hein, c'était ça. Donc, si on suit ça, je rejoins Pierre, il y a toujours des personnes qui vont venir vous demander de l'aide, ça c'est immanquable. Mais j'avais un trait de caractère qui rattrapait ça, c'est que
je n'aime pas voir des gens tout le temps. Bon, très rapidement, j'étais obligé, puis c'était dur hein, de dire non, mais parce que moi, j'avais besoin de me retrouver dans ma solitude régulièrement, d'équilibrer entre les moments où je, je pouvais être avec des gens, même les aider, mais d'autres moments où non, ça, c'est pas question de ça. Et il y a une implication émotionnelle très forte dans nos sociétés, c'est très important, évidemment. Donc, c'est pas facile de remettre ça en cause. Je pense qu'il y a des gens qui étaient très pris là-dedans, qui, à mon avis, en souffraient, mais qui pouvaient pas, qui n'arrivaient pas à dire non ils n'osaient pas. C'était trop dur pour eux. Je me dis que c'est les personnalités, elle a joué chez moi pour me sortir d'affaire. Et même malgré ça, ça n'a pas été facile. Et là où je rejoins Pierre aussi, c'est que c'est un besoin réel. On ne peut pas s'impliquer avec toute l'humanité. On n'est pas là pour sauver les autres. Et Oui, je crois que non, c'était Michel Rocard là, qui on n'est pas en avait dit mission. la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est Ouais, ça, c'est un peu ça. Ouais. exactement. Voilà, Les donc autres, c'est à l'échelle du pays, c'est on n'est aussi, pas en mission. on peut se l'appliquer pour soi-même. Ouais. Bah oui. Édine, il soulève, excuse Édine, il soulève un très bon point. C'est quand on est un petit peu plus sauvage que la moyenne, puis qu'on est un petit peu plus en retrait des autres, bien, ça nous aide face à ça. Mm. Parce que naturellement, on est moins disponible. Ce n'est pas nécessairement qu'on déteste les gens, c'est qu'on Non, a besoin de ce retrait-là. On est dans une nature, dans un tempérament où on n'aime pas être constamment dans le drame humain, puis on n'aime pas constamment remorquer les autres. Puis c'est des gens aussi, quand ils sont sauvages, qui ont moins tendance aussi à chercher la remorque des autres. oui. Puis ça, c'est un trait qui est un petit peu plus fréquent chez les hommes. On va dire, par exemple, que les hommes qui sont en difficulté vont chercher beaucoup moins d'aide que les femmes. Au niveau psychosocial et au niveau psychologie, ils vont avoir tendance à reporter. Pourquoi? Parce que ils vont avoir tendance à se concentrer sur leur propre force pour faire face à ça. Puis c'est bon dans un sens, mais des fois, ça peut amener aux limites. Là. Autrement dit, un homme peut être en crise, puis là, même les gens qui travaillent dans le domaine de la psychologie ou du psychosocial, ils vont dire, quand un homme est en crise puis demande de l'aide, souvent, on intervient très vite parce qu'on sait que sa première alerte n'est pas venue la semaine passée. Ça fait peut-être déjà quelques mois qu'il y a des difficultés. Puis il a attendu, il a espéré que ça se règle. Finalement, il a demandé d'aide, là, il était dans une situation de crise. Fait que, en général, ils vont intervenir très vite. T'sais. Tandis que la femme, elle, au niveau de ses relations femme-femme, si tu veux, là, ils vont avoir plus de confidence, qui vont avoir tendance à évacuer des choses plus facilement que les hommes. L'homme, on a plus d'attentes historiquement que l'homme soit stoïque et que garde ses souffrances à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il est là, techniquement, historiquement, il était le chef de la famille, donc Voilà, il fallait qu'il pile sur sa souffrance pour toujours s'assurer que sa femme et ses enfants ne manquent de rien. Donc, sa souffrance était secondaire. Tu sais. C'est un très bon point. Oui, ouais. Et moi, de ce qu'a dit Edine, moi, je relève l'histoire de la religion. C'est-à-dire que, en tout cas, dans la religion catholique, hein, enfin, eh bien, ils mettent l'accent sur, voilà, aide ton prochain. Enfin, c'est même pas aide ton prochain, c'est aime ton prochain comme toi-même. Enfin, il faut, sinon, t'es pas bien. D'où culpabilité. C'est-à-dire que pas bon. là aussi, c'est un bel égrégore Ouais. euh, qui nous, qui vient nous pomper de l'énergie. C'est que justement, si on joue trop perso et eh bien, on va se sentir coupable de jouer perso alors que tout autour de nous, il y a plein de malheurs ou Ouais. plein de gens qui sont moins. Ah, ok, il y a quelqu'un qui demande de venir. Bon, je vais voir. Ok. Non, mais allez-y, allez-y. Oui. Un des facteurs qui t'aide aussi à limiter ta disponibilité, c'est le mariage. Parce que quand tu te maries, surtout si tu as des enfants, ben, tu as des responsabilités.
Donc, tu as moins tendance à t'impliquer en dehors de la famille. Tu sais. Ou je donne un exemple, par exemple. Tu vas magasiner, tu déambules, ainsi de suite. Quelqu'un veut te vendre quelque chose dans un magasin. Tu vas dire, ben, c'est intéressant, je vais en parler à ma femme. Tu sais? Fait que ça crée un facteur de limitation de ta disponibilité, parce qu'il y a la disponibilité sur la finance, il y a la disponibilité émotionnelle. Donc, ça crée un frein, là. Quand tu as des responsabilités, d'ailleurs, il y a des organisations dans le monde qui sont contre la famille. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on soit une masse uniforme de société où il y a moins de familles, où il y a moins d'implication dans la famille, puis on devient des militants ou des activistes de causes sociales. Tu sais. Donc, quand tu es marié et tu as des enfants, ben, il faut que tu te concentres sur ta famille. Tu sais. Puis la famille, quand c'est bien entrepris, quand tu as des parents qui sont bien présents, pas parfaits, mais présents, ben, ça devient une belle unité de vie. Tu sais. Les enfants apprennent, les enfants grandissent, les parents sont aimants. C'est une belle unité d'expérience puis de croissance. OK. On a une nouvelle venue, Katrina. Bonjour. Vas-y, tu es en live. Si tu veux intervenir, vas-y, je te donne la parole. Oui, en fait, mon nom, c'est Isabelle, c'est pas Katrina. Pierre, on s'est déjà rencontrés. J'écoute toujours des choses. Et puis, alors, je disais tantôt tout simplement que j'aime beaucoup le sujet d'aujourd'hui. En fait, ça parle beaucoup de la centricité que Bernard parle beaucoup. Quand on devient centrique, en fait, c'est comme si on ne peut plus tolérer les choses qui sont contre nous. Alors, c'est ce qui fait partie de la transformation, je pense, de la conscience, où est-ce qu'on passe d'une conscience involutive à évolutive. C'est qu'à un moment donné, quand l'esprit prend le dessus un peu, c'est que lui, il peut pas tolérer tout ce qui est contre nous. Fait que si on a quelqu'un qui nous tire du jeu, un vampire d'énergie, on va tout de suite le voir, on va le tuer avant même qu'il puisse se manifester et on développe à ce moment-là cette espèce de centricité qui fait qu'on ne peut pas tolérer, en fait, que ce soit des personnes, des situations. Et oui, c'est vrai qu'on est pur, nos amis. Moi, j'en ai plus. J'ai des gens très restreints autour de moi. Mon groupe est très, 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 très petit. Et je tolère vraiment pas beaucoup de gens dans mon entourage. Et ça se fait tout seul. Parce qu'à un moment donné, où est-ce qu'on en a besoin de ça pour voir à quel point que ça peut être chaotique d'être entouré de gens. Fait que je pense que les gens qui sont encore dans cette conscience-là ont peut-être encore besoin de baigner là-dedans. Pour moi, ça devient une torture. Il y a un moment donné, quand on est entouré de gens où est-ce que c'est une conscience qui est plus chaotique, qui est plus... c'est juste plus supportable, tout simplement. Alors, ça se fait naturellement, cette épuration-là se fait. Mais c'est un très bon sujet et c'est le point de départ, en fait, pour retrouver une paix. Parce que quand on choisit notre paix à tout prix, puis qu'on veut être dans cette paix-là, hein, l'esprit nous amène, moi, en tout cas, ça m'amène une paix, ça m'amène beaucoup d'harmonie en moi. Alors, tout ce qui est contre ça, tout simplement, c'est qu'on le détruit au fur et à mesure. Et pour moi, c'est ça le processus qu'on fait, c'est qu'on détruit tout ce qui est contre nous, tout ce qui est contre cette paix-là, tout ce qui est contre cette harmonie-là. Que ce soit une personne physique, que ce soit n'importe quoi qui se présente, on devient un peu comme un ninja, c'est comme on le tue à mort avant même c'est ça. Au début, on est peut-être un peu... moi, j'étais un petit peu maladroite dans ça. Un peu trop intense, peut-être. Aujourd'hui, j'ai un doigté beaucoup plus peaufiné où est-ce que je fais ça sans que les gens s'en rendent compte. Et surtout, je ne froisse plus les gens. Je suis capable de le faire sans affecter l'humain. Parce que souvent, on s'attaque aux forces astrales dans l'humain, mais on oublie que c'est l'humain. Ouais. Fait que maintenant, ce que je vois, les forces astrales qui agissent dans l'humain, je les vois en moi aussi. Et c'est comme si je les tue avec la vision, avec la conscience.
Mais je fais beaucoup plus attention aux gens aujourd'hui, sans que l'humain écoute de ça. Et ça, pour moi, ça a été une grosse affaire de comprendre la différence entre l'humain puis l'astral qui agit dans l'humain, qui veut me faire du tort. Parce que quand on commence à être dans cette conscience-là, c'est sûr que il y a des gens qu'on pensait nos amis qui se réveillent en étant finalement nos ennemis. Là. Et c'est dur de voir ça là, quand on est entouré de gens qui finalement on voit que, comme tu disais tantôt, c'est Pierre ton nom, que les gens ils pensent qu'ils veulent notre bien, mais quand on s'éveille graduellement à leur intention cachée, c'est pas ça. Ils profitent de notre bonté. Moi, j'ai une bonté de cœur. J'avais mon côté naïf. Fait que moi, mon cas à moi, j'étais bonne et naïve. Et on abusait de ça. Et maintenant, c'est impossible. C'est juste impossible de faire ça. Mais quand j'ai commencé à mettre l'âge là-dedans, ben, je mettais l'âge dans l'humain aussi. Aujourd'hui, je fais plus attention aux gens. Oui, de mettre la hache, comme disent les Oui, Québécois, oui, c'est ça. c'est Parce qu'il y a toujours l'aspect de l'astral qui agit dans l'humain, qu'on met la hache dedans pour dire non, regarde, je te vois venir, je te vois faire, puis mais toujours faire attention à l'humain. Là, pour moi, j'ai cette dimension-là que je maîtrise maintenant. Là. Et ça, je suis bien contente de le voir. Ça, c'est un très bon point parce que l'humain qui est vampirique, il te rend victime, mais lui aussi lui-même, il est victime de l'astral. Ben oui, c'est l'astral en lui qui opère, en fait. Exactement. C'est simplement ça. Exactement. Et quand on est capable de faire la différence entre l'humain qui est devant nous et l'astral qui agit en lui pour nous atteindre, ben là, on voit les forces de l'astral, mais on est capable de faire attention à l'humain qui, lui, est juste victime de tout ça, puis lui, il ne voit rien, en fait. Tout à fait. Et quand on est pour l'humain, en fait, on y fait attention. Parce que, tu sais, comme Bernard disait à un moment donné, nous, les forces involutives ou la supraconscience ou l'esprit universel, peu importe comment on l'appelle, c'est vraiment une énergie qui est pour l'humain. C'est pour l'humain, contre l'astral. Mais alors, Katrina ou Isabelle? Isabelle. Isabelle. Parce que je mets mon mais moi, Katrina, c'est un autre de mes noms aussi, là. Ah oui, c'est un autre nom en haut. Ouais, c'est ça. Oui, très bien. Mais tu peux nous dire comment tu fais pour justement, il y a quelqu'un en face de toi qui vient pour te pomper, et comment tu fais pour distinguer, pour ne pas mettre la hache dans l'humain, mais pour voir l'astral en lui. Comment ça se fait? C'est l'esprit qui le monte, hein, parce que c'est quand l'esprit descend, en fait, quand on commence à intégrer l'esprit en soi, c'est l'esprit qui nous éclaire à l'intérieur de nous, tout simplement. Fait que c'est l'esprit qui me le monte à travers moi. Fait que quand la couche, tu sais, quand la couche, on va dire, du mental inférieur est percée, puis que le nettoyage commence à se faire, puis l'esprit peut descendre en nous pour nous informer, en fait, c'est que quand on voit, moi, l'esprit me parle constamment. Il me parle, il me dit, il m'explique des choses, ça. Fait que si j'observe quelque chose, je vois toutes les dimensions de ce que j'observe parce que l'esprit me le montre. OK, donc c'est l'esprit qui me le montre. Sur l'individu qui arrive pour, je sais pas, enfin, il y a quelqu'un qui t'a fait une queue de poisson en voiture et tout, et ben, toi, il y a l'esprit qui va te dire, tiens, ouais, mais là, il t'a fait, enfin, et même éventuellement avec un geste malheureux, et ben, tu te dis, bon, il y a l'esprit qui te dit, ouais, mais t'inquiète, c'est pas, il n'y peut rien, le pauvre gars, il est, enfin, il est manipulé par. Non, c'est ça. Il ne parle pas comme ça, l'esprit, hein, parce que quand on commence à être avec l'esprit, c'est comme on n'est pas personnel. Fait que je ne prends rien de personnel. Fait qu'on est de moins en moins personnel. Fait que je n'ai pas besoin qu'il me réconforte mon ego pour me dire c'est pas à toi qui s'en prend. J'en ai rien à foutre de ça, en fait. Je vais observer la personne, puis peut-être que ce qui va me venir de l'esprit à ce moment-là, ça va être quelque chose de complètement différent de ce que tu viens de dire. Mais au moment où ça arrive, c'est
C'est là que ça me le dit. C'est pour ça que quand les gens ne sont pas dans l'intelligence, c'est ceux qui ont besoin de se faire dire quoi faire. Fais pas ça, pense pas de même, fais pas ci, fais pas ça. Ça, c'est bon pour toi, ça, c'est pas bon pour toi. Mais quand on est commencé à être dans l'esprit ou dans l'intelligence universelle, ça ne fonctionne plus pour nous. Parce que ce qui est bon pour moi, ça peut être pas bon pour toi, puis ce qui n'est pas bon pour toi, ça peut être bon pour moi. Parce que c'est du cas par cas. Ça veut dire que moi puis toi, on arrive à un stop. Moi, l'intelligence universelle, elle va me dire tourne à gauche. Puis toi, la même intelligence universelle, elle va te dire tourne à droite. Parce que pour toi, c'est ça qui est bon. Fait qu'on n'a plus de point de repère à dire faut faire ça, faut marcher de même. C'est pour ça que les doctrines ne marchent plus avec nous. On ne peut plus nous dire quoi faire. On ne peut plus nous dire comment les faire. On ne peut plus nous dire rien. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est lui qui prend la place puis qui dit selon telle situation, c'est ça qui est bon. Mais pourtant, l'autre à côté, on va y dire, c'est la même esprit universel qui parle, elle va y dire, toi, tu fais d'autres choses parce que le plan n'est pas pareil pour lui. Ouais. C'est pour ça que les doctrines ne marchent plus. Mais tant qu'une personne n'est pas comme dans cette intelligence universelle-là de plus en plus, elle a besoin de se faire dire des formes de doctrine, de dire pense pas comme ça, fais pas ça, tu devrais faire ci, puis c'est correct de le faire, les gens en ont besoin, c'est parfait. Mais le but, c'est que les gens deviennent autonomes. Le but, c'est que les gens puissent tous être pouf, 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 chacun avec cette intelligence-là, puis que toi, dépendamment de ta situation, peut-être que tu vas aller aider telle personne parce que ça te le dit. Tu sais, moi, à un moment donné, là, ça m'a dit j'ai été aider quelqu'un, mais c'est vraiment l'esprit qui me le disait. Là. Je l'ai fait. Après ça, fini, j'image là-dedans, fini. Toi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Toi, je te donne plus aucune énergie, mais j'avais quoi aller faire avec la personne. Quand quelqu'un regarde ça de l'extérieur, ça va sembler totalement incohérent. Mais moi, je le sais pourquoi qu'on me dit de le faire. Je le sais pourquoi que je l'ai fait avec l'autre, puis je le sais pourquoi qu'on me dit, là, tu fermes la porte. Je le sais, on m'a tout expliqué. Puis une autre personne, je vais agir complètement d'une autre façon avec, parce que là, c'est pas la même dynamique. Fait qu'on n'a plus de point de référence. On ne peut plus écrire des façons de faire dans un livre, ça ne fonctionne plus, ça. Et c'est là qu'on est plus autonome dans notre façon de fonctionner. C'est la fin des méthodes. Oui, il n'y en a plus de méthode. Mais tant que les gens n'ont pas encore percé cette espèce de voie-là dans leur conscience inférieure, puis sont compris dans leurs notions, dans leur structure, puis là, ils croient ça, puis il faut que je fasse, puis c'est l'ego, puis c'est la personnalité, c'est correct. On leur donne comment je dirais ça? Des genres de points de référence. Des points de référence, comme tu faisais tantôt, que je trouvais très bon en fait, parce que les gens qui, justement, se font vampiriser, qui sont pas assez centriques, trop bon, trop con, un peu, hein, c'était ça. Trop bon, trop con, tu te fais abuser, tu es trop bon, bon, tout ça. Mais on a besoin, tu sais, les gens ont besoin d'entendre ça. On a besoin d'entendre ça jusqu'à un certain moment. Puis à un moment donné, le but, c'est de plus d'avoir besoin naturellement. C'est comme un enfant. C'est ça. On lui donne un biberon, puis à un moment donné, c'est tiens ton biberon tout seul. C'est comme je disais au début, c'est pour ça que je disais, tu te crées une personnalité, fait que ça a un impact chez les autres. Puis c'est comme si après que le pli a été repassé, le pli est fait. Tu sais. Fait que c'est un espèce de truc pour établir tes limites. Un coup que tu as établi tes limites, tu n'as plus besoin de te battre avec ça. Tu sais. Les gens te connaissent, puis ils respectent ces limites-là parce que tu les mets, ces limites-là. Oui. Puis c'est vraiment vibratoire, les limites. Hein? On dire, quand tu es vibratoire, puis quand tu n'as plus besoin de dire grand-chose. Exactement. Puis quand tu n'as pas besoin de te faire aimer, tu sais, moi, je ne cherche pas d'amis. Moi, je ne suis pas venue ici pour me faire des amis. Là. Ouais. Moi, je ne suis pas venue ici pour me faire des amis pantoute. C'est pour ça que je n'en ai pas, mais je veux dire, j'en veux pas non plus. Mais d'échanger comme ça avec vous autres aujourd'hui, j'ai une personne dans ma vie avec qui je peux échanger dans cette vibration-là. Et pour moi, c'est déjà un cadeau d'en avoir une. Tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup. C'est ça, c'est ça. C'est la qualité qui compte. C'est ça. Et bien justement, j'en profite pour faire de la pub pour mon émission. C'est pour ça que je l'ai faite, cette émission, c'est de mettre 1 heure à la disposition de qui veut venir parler dans le sujet, autour du sujet du supramental. Donc, là, il reste encore 5-10 minutes d'émission. Donc, s'il y a encore d'autres gens qui veulent se joindre à nous, en plus de ceux qui envoient des messages sur le chat, eh ben, allez-y, cliquez sur le lien. Et voilà. Donc, en tout cas, allez-y.
Katrina, Isabelle, comment tu l'as expliqué, je trouve ça très, c'est clair. Tu l'expliques bien. Oui, trop bon, trop con, c'est clair pour tout le monde. Tout le mécanisme. Un des aspects que tu as parlé, à mesure que tu fais le ménage à l'intérieur, autrement dit que l'esprit nettoie et qu'il y a une transformation de ton astralité, dans certains cas, ça élimine automatiquement des gens. Oui. Parce que tu l'as réglé, parce que tu avais une fréquence à l'intérieur. Ça a été nettoyé, puis ça correspondait à la fréquence de certaines personnes. C'est ça. Dans certains cas, ça prend un face-à-face. Mais dans un certain nombre de cas, ces gens-là, ils disparaissent. Parce que le nettoyage a été fait, il n'y a plus de correspondance avec toi. Parce que tu l'as nettoyé, cette astralité-là. Oui. Ouais, c'est sûr qu'en côtoyant des gens aussi à tous les jours, on continue à avoir des gens qui sont, dans le fond, tout le monde est astral. Je veux dire, on commence à peine à être désastralisé par l'esprit qui descend, puis qui nous fait le ménage, puis qui nous désastralise, puis là, on commence à faire la fusion, puis tout ça. Mais je veux dire, tout le monde qu'on rencontre, c'est que ça qui agit en eux. Fait que on le sait. À partir de là, ben, quand plus tu as d'esprit qui est là, ben, plus que tu peux, dans la façon que tu fais les choses, comment je dirais ça, avec chaque personne que tu n'es plus en combat nécessairement avec leur astralité en eux. C'est qu'il y a autre chose qui se met en place, là. Il y a une autre dimension qui se met en place de l'échange aussi. Oui. Quand ta vibration, parce que l'esprit, moi, je le vois par mon expérience. C'est pas moi, mais l'esprit en moi, c'est plus fort que l'astral. C'est beaucoup plus fort que l'astral. Tu sais, dans l'échange de tous les jours, s'il y a un peu de courtoisie et un petit peu de sentimentalité, c'est pas plus grave que ça, tant qu'il n'y a pas de vampirisme. Parce que du vampirisme, c'est de la domination. Ça peut être inconscient chez la personne, ça peut être calculé, mais c'est une forme de domination qui vient siphonner tes énergies. Tu sais. Ça ne veut pas dire ça que quand on se protège de l'astralité, on envoie chier tout le monde quand on va au supermarché. C'est pas ça, là. Tu sais, non, c'est le contraire. On est plus, je te dirais on est plus proche des gens, mais on est plus proche de la partie de l'humain des gens. Mais on n'est pas dans le sentiment. Fait qu'on n'est pas dans le sentiment de l'émotion de l'humain comme les petits jeux de l'humain, mais on se sent près de tout le monde, mais pas de leur partie de leur astralité, mais vraiment de la partie de l'humain, la partie divine de l'humain, tu sais, la partie qu'on est capable de se parler toutes dans cette partie-là. Cette partie-là qui est calme, qui est accueillante, qui n'est pas agressante, qui n'est pas... C'est facile, là. Puis on est sensible à ça. Les gens, oui, on est tous sensibles à ça, puis je pense que les gens ont plus besoin de ça encore qu'on pense. De se retrouver dans cet espace-là, en fait. Tu sais, on n'est pas tout le temps obligé de... Moi, je vais au supermarché, là, puis il y a une couple de personnes, là. Tu sais, c'est des gens qui travaillent fort. Puis de dire en passant bonjour, ou, tu sais, c'est une petite énergie. C'est pas un gros, comment je dirais ça? C'est pas un gros effort, là, je veux dire, mais ça assouplit un peu les rapports. Tu sais? Bonjour, moi, la monsieur, façon que je fonctionne, c'est que des fois, je ne parle pas pantoute, je passe à côté du monde, je n'ai rien à dire, puis il y en a d'autres, il faut que je fasse comme une impression chez eux. Ça, je le vois vraiment, c'est l'esprit en moi qui agit. Il y a quelque chose, je vais dire de quoi, main sur l'épaule, n'importe quoi, il y a quelque chose, il y a une transmission de quelque chose, il faut qu'il se fasse. Un coup, c'est fait, fini, je pars, je continue. Puis il y en a d'autres, je ne veux même pas leur parler, je ne regarde même pas. C'est ça dépend qui tu rencontres, puis la vibration. Puis je ne peux même pas le décider avant de voir la personne. Oui, c'est ça. Tu sais. Il y en a qui ont un chien, je vais passer par le chien pour y parler. C'est vraiment drôle, moi, comment que ça se passe des fois. Ok, donc c'est rassurant parce que Isabelle, tu disais, tiens, maintenant, j'ai plus d'amis, enfin, donc on aurait peut-être pu se dire, bah, voilà, tu parles plus à personne dans ce que tu rencontres, mais en fait, si. Mais par contre, ouais, tu parles à la personne
sans astral en face de toi, et puis c'est selon ton intuition, donc c'est selon ce que l'esprit te pousse. Ce qui descend, oui, voilà. c'est ça descend, puis ça se fait. Tu sais, c'est toujours simple. Ouais. Et puis comme il y a, la parole, enfin, si possible, elle n'est pas colorée par notre astral, et donc c'est bien pris à chaque fois par la personne en face. Oui, puis si à un moment donné, il y a une couleur de mon astral que je n'ai pas conscientisée qui embarque, c'est pas grave non plus, ça me permet de la voir. Fait que moi, ça m'explique l'intelligence, ça me dit c'est pas grave, on te fait vivre des situations, puis là, on voit s'il y a de l'astralité en toi qui ressort, parce que des fois, c'est caché, tu le vois pas. Moi, je suis pas mieux que personne, là, je fais le processus comme tout le monde. Fait que si à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas conscientisé de moi, un désir, n'importe quoi, une affaire d'ego, peu importe, ben c'est pas grave non plus, parce que quand ça remonte, ben je le vois, c'est sûr qu'on me le montre, je le vois, l'esprit me le montre. Fait que ce soit en l'autre ou que ce soit en moi, c'est bien plus important que je le voie en moi. Là, je peux mettre la hache dedans dans moi. L'autre, il fera bien son ménage. Quand ça sera le temps de faire son ménage, il fera son ménage. Moi, je ne fais pas le ménage des autres. Moi, je vais faire le mien. Exactement. Puis chacun fasse son ménage. Ouais. Puis moi, je me sers des autres, puis les autres, ils me font sortir des fois mon astralité en moi pour que je fasse le ménage. Fait que moi, c'est comme ça que je le vis. Ouais. Fait que moi, les autres, c'est un outil que je me sers. Ouais. Fait que si je rencontre des gens, puis au pire, il sort quelque chose c'est pas grave. Pas grave. On est tous dans le même bateau, de toute façon, on en a tous, puis on est tous en train de faire le ménage puis le nettoyage de tout ça. Voilà, et puis, et éventuellement, donc, c'est l'esprit qui te tend un petit piège, entre guillemets, tout le temps. Parce qu'il sait que tu vas tomber dedans, et puis que là, tu vas te rendre compte d'un trait de caractère où il faudrait que tu mettes l'âge dedans. C'est ça. Ben moi, je le prends bien, parce que mon esprit, il m'a fait rusher solide, mais je le savais qu'il me faisait ça, puis je l'ai demandé, puis je l'ai voulu, puis je lui ai dit merci quand ça arrive. C'est sûr que quand tu vis dans une grotte, dans le fond de la forêt, ben, tu n'auras pas grand friction avec les gens, c'est certain. Mais il y a des choses de toi que tu ne découvriras pas. Mais quand tu vas dans le monde et qu'il y a des réactions, là, ça met le doigt sur le bobo, comme on dit. Ça met le doigt sur la cicatrice ou sur la coupure. C'est là qu'il va y avoir une réaction. Donc, c'est une opportunité que tu as de raffiner ta vibration, d'avoir un ajustement. De voir, c'est ça. C'est ça, de voir qu'est-ce qui agit en toi. Puis l'esprit va toujours créer les circonstances. Moi, je le vois aller, là, puis je veux dire, je fais comme, oh mon Dieu, écoute, il y a une dimension qu'on ne sait pas qui existe, qui est extraordinaire. Quand on commence à voir l'esprit en action dans notre vie, là, on se dit, voyons, ça existe, ça, là c'est une dimension qu'on ne pense pas qu'il existe, mais l'esprit, il va créer toutes les circonstances dans ma vie pour que je fasse des prises de conscience. Puis là, pour que j'intègre de quoi, puis il faut que je le vive. Fait que moi, la façon que ça marche dans ma vie depuis à peu près 1 an, c'est assez capoté. C'est qu'il me fait vivre des circonstances, il me fait vivre, Fait que c'est toujours comme des initiations. Il faut que je passe le test. OK? Puis là, imagine-toi donc, après ça, Pierre, tu postes la vidéo qui va avec ça. Puis là, on me l'explique. On me l'explique dans la vidéo que tu mets 2 jours après. C'est tout le temps comme ça. Fait que je le vis, j'écoute la vidéo. Je le vis, j'écoute la vidéo. C'est capoté. Puis l'esprit, c'est un minutage. À 7 heures, 4 minutes, 20 secondes, tu arrives au coin de la rue, puis il y a la situation qui te met sur le test. C'est ça. Donc, Pierre, puis là, il sert tout ton monde autour de toi, toutes tes situations. Il va se servir de tout ça, lui, pour qu'il veut t'amener quelque part. Là, il faut que tu voies telle affaire. Là, tu es rendu à telle étape. Là, il faut que tu voies ça. Faut que tu ça. Puis là, il faut que tu descendes ta volonté. Faut que tu mettes l'âge dans ça. Faut que tu... Puis ça t'amène beaucoup d'humilité, hein, parce que quand tu commences à faire le ménage de tes affaires, là, tu en as assez. Hein, tu laisses les autres faire le ménage de leurs affaires. Exactement. Puis c'est extraordinaire de voir ça parce que, je veux dire, tu vois l'esprit en action dans ta vie qui te façonne graduellement comme un petit pain, tu sais. Il te façonne comme un petit pain, puis à un moment donné, il va te prendre dans le four, là, puis à un moment donné, tu lèves. Ça change toute ta perspective. C'est plus la faute de l'autre ou de l'autre. C'est avec toi-même. C'est moi avec moi en haut qui fait les circonstances dans ma vie pour que je conscientise des affaires et que je puisse avancer. Fait que moi, la vie n'est plus contre moi. Moi, la vie n'est plus contre moi du tout. Au contraire, même s'il m'arrive des affaires pas le fun, des affaires, je me sers de tout.
Je me sers de tout ce qui arrive dans ma vie parce que je le sais, puis on m'explique pourquoi c'est dans ma vie, pourquoi j'ai à le vivre, puis je fais mon process par rapport à ça. Parce qu'il y a des pilules qui sont pas mal moins le fun à avaler que d'autres, hein? C'est sûr. Okay. Bon, bah, écoutez, je vous remercie tous. C'était excellent, mais l'heure est passée là. Donc, le format de l'émission, c'est 1 heure. Voilà. Après, je suis désolée, on reviendra, moi, hein? j'avais lu 3 heures, puis là, présentement, au Québec, il est 3 heures. Oui, alors je suis désolé. Mais, puis j'ai manqué toute l'émission parce que j'attendais 3 heures pour arriver à l'émission, mais on a changé l'heure, nous autres. Non, je suis désolé, parce que les changements d'heure, eh ben, j'avais lu sur Internet que le changement d'heure au Canada, eh ben, ce serait dans la nuit du dimanche au lundi. Donc, je me suis dit, bon, ben, OK, donc nous, on a avancé. Donc, il n'y a plus que 5 heures de décalage. Et puis, en fait, non, vous l'avez rattrapé la nuit dernière. Donc, oui, c'était 15 heures. Bon, désolé. Mais en tout cas, maintenant, pour toutes les émissions qui arrivent, on est tous synchro. Donc, bah, merci encore à tous, hein, Pierre, Isabelle, Edine, d'avoir participé. Et puis, des gens aussi dans le chat. Bon, j'ai repris deux, trois choses du chat, hein, mais voilà, le temps passe vite. Alors, j'annonce la prochaine émission qui va être avec Clément Savignac, qui était déjà venu dans un live précédent parler des addictions. Et cette fois-ci, il va parler de l'hygiène de vie. Mais l'hygiène de vie de façon… consciente. Non, ouais, consciente. Enfin, zut, il y avait un mot, je l'ai mangé. Mais bon, bref. Donc, vous en saurez plus dimanche prochain. Voilà. Merci à tous et bonne soirée et à la prochaine. Merci Jean-Claude, Edine, Isabelle. Merci. C'était un réel plaisir. Ouais, au revoir. Bye.